Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pascal Mollet, coach de vente conseil. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Marc, comment ça va ? Ça va, je te remercie. Pour les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc écoute, Jean-Pascal Mollet, coach de vente. Un jour, un client m'a dit que j'étais un petit peu comme un magicien parce que je faisais apparaître les clients et disparaître les objections. Et comme j'adore la magie, et notamment le close-up, j'ai gardé cette analogie. On sait qu'une analogie, c'est une image et qu'une image vaut 1000 mots. Donc, quand tu es capable d'envoyer comme ça une image chez ton interlocuteur plutôt que de dire oui, je suis coach et formateur en vente. Bon, voilà. Donc, magicien parce que je fais apparaître les clients et disparaître les objections. Et je fais ça depuis 15 ans. J'interviens dans tout type d'entreprise, B2B, B2C. Voilà, j'ai 54 ans, j'habite Saint-Maur et je suis originaire de Lille. D'accord, ok. Comment tu as démarré dans le métier commercial ? Moi, j'ai démarré tout petit. J'ai démarré à l'âge de 8 ans. Où en fait j'organisais des expositions chez moi avec les objets de mes parents. Je faisais une espèce de petite une boutique et je revendais les objets de mes parents à mes parents. Excellent. C'est inné voilà. Chez toi, quoi, carrément. Je sais pas si c'est inné, mais en tous les cas, c'est non. Alors parce que moi, je fais partie des gens qui ne pensent pas que la vente soit innée. Mais en tous les cas, j'avais envie de faire ce métier-là. Après, à 12-13 ans, j'ai commencé à faire la braderie de Lille, tu sais, qui est un grand événement où on sort dehors avec tous ces objets et j'adorais ça. J'allais vers les gens, je criais, donc voilà. Et puis j'ai toujours fait de la vente. Moi j'ai fait une formation aussi après la chambre de commerce de Lille dans une école de vente. Donc voilà, j'ai toujours fait ça. À 16 ans, je vendais des abonnements dans les écoles et les universités pour l'OFUP, l'Office universitaire de presse, où il fallait vendre des abonnements un peu à tout. Donc voilà, je fais de la vente depuis très très longtemps et je dis souvent que je suis peut-être pas le meilleur vendeur, mais en tous les cas, je suis un des plus passionnés. D'accord, parfait. J'ai commencé comme toi, figure-toi. J'ai revendu à 12-13 ans une télé que mes grands-parents m'avaient offert à ma sœur. Ça a commencé comme ça. Bah ouais, c'est bien. Voilà. C'est bien. Rien ne se perd, se transforme. Exactement. Quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un vendeur, Jean-Pascal ? Alors, la qualité principale d'un vendeur, pour moi, c'est la curiosité. Mais d'abord, la curiosité de l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être curieux de l'autre pour après être curieux sur son environnement, sur sa société, sur ce qu'il vend, etc. Mais voilà, je dirais la curiosité. Et souvent, moi, j'ai en tête cette citation, tu verras que j'adore les citations, de Cicéron, qui disait « Si tu veux me convaincre, tu dois penser ce que je pense, ressentir ce que je ressens et me parler avec mes mots. » Et voilà, ça explique ce qu'est la curiosité. Excellent, elle résume bien l'acte de vente, cette citation de Cicéron. J'adore. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il ? Un verbe pour résumer la vente, je dirais comprendre. Et encore une fois, c'est comprendre l'autre déjà, comprendre son fonctionnement, c'est comprendre son environnement, c'est comprendre ce qui l'intéresse, comprendre qui il est. Donc, pour moi, ça, c'est le verbe le plus important et le plus difficile. D'accord, comprendre. Ok, j'aime commencer par cette question qui ancre tout de suite le vendeur légendaire dans le présent. C'est une nouvelle journée, un nouveau départ dans ta nouvelle vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite, dès aujourd'hui, pour développer tes résultats de vente, pour les améliorer ? Ce que je fais tout de suite, je prends un
un papier et un crayon. Tu sais, c'est le truc qu'on utilisait dans les années 80-90, là. Et je me note des objectifs, en fait. Parce que j'ai toujours en tête cette expérience qui a été menée dans les années 50 à l'université de Yale. Je ne sais pas si tu connais cette expérience. Où en fait, il y a des chercheurs qui ont demandé à des étudiants de dernière année s'ils avaient des objectifs clairs, spécifiques, précis, enfin bref, des objectifs SMART. Hein. Tu connais ça, SMART, hein. Donc spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable, timé. Et moi, je rajoute le E et le D, que sont le écologique, dans le sens, ça doit préserver mon environnement et l'environnement des autres, et le D qui est le dépend de moi. Donc, dans tous les cas, mon objectif doit dépendre de moi. Et donc, cette expérience, en fait, il y a 3% seulement des étudiants qui ont obtenu leurs objectifs parce qu'ils les avaient écrits. Et ces 3% ont mieux réussi que les 97 autres qui ne les avaient pas écrits. Donc, voilà, première chose, c'est... voilà, j'ai des post-it, je pourrais t'en montrer, mais je prends un stylo et un papier et je me note des objectifs. D'accord, tu te mets en condition d'atteindre ces objectifs, en fait, en les notant. Après, oui, moi, c'est ça. Genre, j'ai des objectifs, j'essaie d'avoir des objectifs à long terme et puis me dire, tiens, à moyen terme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et à court terme, qu'est-ce que je dois faire. Ok. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire cette semaine, ce mois-ci et cette année. Quelle est ta vision du métier commercial en 2022, Jean-Pascal ? Alors, ma vision du métier de commercial en 2022, c'est que c'est un métier qui évolue notamment par l'arrivée des réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un commercial qui n'a pas ça en tête se dit pas, tiens, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense qu'il est mal, aussi bien qu'il fasse du B2B que du B2C. Moi, j'accompagne certains de mes clients sur le recrutement, mais sur la partie finale, tu sais, vraiment quand il reste 2-3 candidats. La première chose que je fais, c'est que je check les réseaux sociaux, voir si c'est les utiliser, comment on les utilise, et notamment LinkedIn, car aujourd'hui, c'est certainement un des outils les plus importants. Donc, la vente en 2022, c'est déjà être capable d'utiliser ça et comprendre que par rapport à avant, il y a 20 ans, où il y avait beaucoup de commerciaux qui étaient des preneurs d'ordre, aujourd'hui, c'est fini. C'est que on n'attend pas le commercial pour avoir des informations, parce que voilà, on les a partout disponibles sur Internet. Et donc, la découverte et la démarche de vente doit être un petit peu différente. On n'est plus là forcément pour apporter le savoir, mais pour mettre le client en questionnement et vraiment avoir ce positionnement de consultant qui était peut-être moins vrai il y a 10 ou 15 ans. Ok, c'est ça, l'évolution. Est-ce que tu penses qu'on sera un jour rattrapé par l'intelligence artificielle dans notre métier ? J'en sais rien, c'est difficile à prévoir, mais peut-être que l'intelligence artificielle peut faire un premier tri, peut poser certaines questions, mais il manquera toujours ce côté humain. Et moi, j'ai cette conviction que ton client il doit t'acheter toi avant d'acheter quoi que ce soit, même si je suis très bon en vente et dans les process de vente. Si je ne sais pas créer cette relation, ça marchera pas ou ça marchera moins bien. C'est pour ça que si tu me suis un petit peu, moi je suis féru d'une méthode qui s'appelle la méthode DISC, la méthode des couleurs, et qui permet de comprendre assez rapidement qui t'est en face de toi pour pouvoir t'adapter le plus rapidement possible et travailler sur ce côté personnel. Parce que oui, je parlais des méthodes de vente, mais pour moi le plus important, c'est vraiment le savoir-être avant même les savoir-faire. Ok, le savoir-être en premier lieu. Tiens, cette méthode DISC, tu peux nous en dire quelques mots. Tu utilises cette méthode depuis combien de temps ? Depuis le début de ton activité de coaching en vente ou tu es venu au... Oui, quasiment. Moi, j'ai commencé en 2006 et j'ai été formé en 2006. J'ai approché pas mal d'outils. Hein. J'ai fait aussi le niveau de technicien en PNL. J'ai vu ce qu'il y avait dans la ProcessCom. Je me suis un peu formé aussi à l'analyse transactionnelle. Et en fait, j'ai gardé le DISC parce que pour moi, c'est le plus pratique et le plus pragmatique à utiliser dans son quotidien. Si je prends l'exemple de ProcessCom, je trouve que ça va plus loin dans la connaissance de soi, mais plus compliqué à utiliser dans la connaissance de l'autre. Donc, le DISC, on rapproche ça à 4 couleurs, le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Et comme on a tous des compétences inconscientes par rapport aux couleurs, si je te dis rouge, c'est quoi les objets qui te viennent en tête ? Le feu, la cape du toréador. Ouais, la muleta. Voilà. La muleta, ouais. Ok. Et si tu devais associer des comportements à ça, imaginerais quelqu'un comment ? La rapidité, l'envie, enfin. Ok. En fait, donc tu vois, tu es déjà formé, tu as cette compétence inconsciente, parce que le rouge, c'est quelqu'un qui est fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant, exigeant. Le jaune, qui est la couleur de la chaleur, du pastis, etc.,
c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la convivialité, qui est expansif, enthousiaste, très communicatif. Le vert, qui est plutôt le côté, la couleur de la santé, de la nature, voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et qui est centré sur l'autre. Et puis le bleu, qui est la couleur de pas mal de panneaux, des uniformes, du froid. Là, c'est plutôt des gens qui sont assez précis, assez carrés et assez organisés. Donc voilà, tu vois, en quelques mots déjà, on arrive à se faire une idée de ce que c'est cette méthode. Bien évidemment, je passe une journée complète pour l'expliquer. Donc, d'accord. Ce qui veut dire qu'on ne démarre pas forcément avec des déficits, qu'on soit jaune, vert, bleu ou rouge par rapport au métier commercial. On peut très bien réussir dans le commercial, être vert ou être bleu. Évidemment. C'est ce que j'explique en formation. C'est qu'on a tous tendance à penser que le commercial, c'est celui qui a la tchatch. Ça, je pense que ça n'a jamais été vrai et ça allait de moins en moins. Et en fait, si on prend les 4 grandes phases de la vente, que sont la prise de contact, la découverte, la phase de conviction et d'explication, d'argumentation et la conclusion, en fait, on se rend compte qu'en fonction de nos couleurs naturelles, on a des forces et des points de vigilance. Celui qui sera le meilleur sur la prise de contact, c'est le jaune, il a le contact facile, il va facilement vers les gens. Celui qui sera le meilleur sur la découverte, c'est le vert, parce que c'est lui qui est le plus à l'écoute des autres. Celui qui sera le meilleur sur la technique, la connaissance produit et les arguments, c'est le bleu. Lui, il est très carré, très organisé. En général, c'est un expert. Et celui qui amènera le client à signer, c'est plutôt le rouge qui est centré sur l'objectif. Donc, une fois que tu connais tes forces, tu sais après sur quoi tu dois travailler. Donc, oui, on peut être très, très bon commercial vert-bleu. Et d'ailleurs, souvent, les verts-bleus, qui sont plutôt des introvertis, ont des paniers moyens qui sont plus importants que des jaunes-rouges. C'est-à-dire que le jaune-rouge a tendance à aller à l'essentiel, signer. Et puis, il y avait peut-être d'autres besoins qui n'ont pas été découverts. Donc, du coup, je fais peut-être plus de commandes, mais peut-être moins bonnes en termes de vente complémentaire ou en termes de panier moyen. Très, très bon. Pour ma part, moi, je suis assez fan de l'énéagramme aussi, que tu dois connaître, je suppose. Ouais. Voilà. Je trouve que c'est assez... Mais pareil, l'énéagramme, ça va beaucoup plus loin dans ta connaissance de toi, mais savoir qui t'es en face de toi, il y a 9 profils, je crois, dans l'énéagramme, c'est ça ? C'est ça, 9 profils. Ouais. C'est compliqué. Oui, tu vois, en 30 secondes, 1 minute sur une prise de contact, compliqué. C'est clair. Ok. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais ? Mes posts LinkedIn. C'est-à-dire que je suis très présent sur LinkedIn. Aujourd'hui, ça me ramène 80% de mon business. Donc, je poste tous les jours, voire des fois 2 fois par jour. Mais je ne transige pas. Et même quand je suis en vacances, je poste. Donc, je poste entre 350 et 400 posts sur LinkedIn par an. Même ça, je ne transige jamais. Même le week-end ? Même le week-end. Ok. J'ai vu ton dernier carrousel de ce matin, je crois. Ouais, sur les questions. C'est ça, ok. Quelles sont tes habitudes type dans ta semaine pour développer tes ventes ? Mes habitudes pour développer mes ventes, LinkedIn en fait partie. Après, évidemment, suite à ça, j'ai des gens qui me contactent et je calme mes rendez-vous. Après, moi, je fais tout. Je suis un artisan, donc je fais mon commercial et puis j'anime mes formations et mes coachings derrière. Donc, mes habitudes dans mes semaines, c'est ça, c'est animer mes formations et mes coachings. Et puis caler des rendez-vous et souvent en visio. C'est d'ailleurs ce qu'a apporté entre guillemets ce Covid. D'ailleurs, Covid, ça veut dire commercial en vidéo. C'est que je gagne du temps aujourd'hui et tout compte fait, c'est plus facile d'avoir, je trouve, un rendez-vous en visio avec un décideur qu'avant, quand il fallait y aller et arriver chez lui. Je trouve que c'est plus simple et souvent on gagne du temps et moi, je trouve ça intéressant. Ok. Oui, il y a beaucoup d'avantages, effectivement, à passer en visio. En revanche, ça dépend, je pense, du type de vente qu'on fait. Moi, je fais de la vente courte, en cycle court, avec des artisans. Et la visio, les artisans, ils sont pas fans. Ouais, je comprends. Ouais, alors c'est vrai que moi, je suis plus B2B, PME, etc. Donc, voilà. L'émotion, elle a dû quand même pas mal... elle a du mal à passer en visio, malgré tout. On est d'accord, on est d'accord, mais ça permet quand même d'avoir un premier rendez-vous. Après, si le client il veut te voir, il va, mais ça permet quand même déjà de dégrossir. Donc, C'est vrai, c'est efficace à ce niveau-là. Ok, le métier commercial consomme beaucoup d'énergie. Et justement, à ce sujet, comment tu gères ton énergie pour performer ? Alors, comment je gère mon énergie ? Il y a plusieurs choses.
tous les matins, j'essaie déjà de penser à une chose positive qui va m'arriver dans ma journée. C'est pas des trucs tout bêtes, ça peut être un client que je connais déjà ou un stagiaire que je trouvais sympa. Je me dis, tiens, je vais revoir Maurice aujourd'hui, donc ça va être cool. Ou alors parce que je vais regarder un match de foot le soir, ou parce que je sais juste que je suis pas en déplacement et que je vais voir mes enfants ou ma femme. Donc j'essaie de toujours le matin me lever en ayant une vision positive, en tous les cas quelque chose de sympa qui va m'arriver. Et puis en dehors de ça, j'ai un rythme où j'essaie de partir, enfin, même pas je pars en vacances tous les 6 semaines, je suis au rythme de mes enfants. Donc à chaque vacances scolaires, on part en famille. Et c'est comme ça que je gère mon énergie, parce qu'en dehors du temps, je suis en partie des fois le dimanche soir et je rentre le vendredi, ou je pars pas mal. Et puis je fais des massages shiatsu tous les 15 jours, quoi. Donc je fais attention aussi à mon corps. Et tout ça en faisant aussi un petit peu de tennis de temps en temps. Donc voilà comment je gère mon énergie. Ok, excellent. J'allais te poser la question, effectivement. Est-ce que tu faisais du sport? D'accord, oui. Un peu de tennis. Ok. Tennis 1 à 2 fois par semaine, ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite, Jean-Pascal? Une vente parfaite, qu'est-ce que c'est? C'est une vente où tout le monde est content. Tu sais, moi, je fais des formations de négo, on parle de gagnant-gagnant. Il faut que chacun se dise, ouais, je suis content d'avoir acheté et j'ai même pas envie de parler de prix, tout compte fait. J'ai envie de travailler avec cette personne ou avec ce coach. Et puis, moi, je suis content aussi de travailler avec ce client. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui voulaient travailler avec moi, j'avais pas forcément envie, ou alors je l'ai fait, mais j'ai pas forcément duré. Ça m'est déjà arrivé aussi de refuser de travailler avec un client qui était un gros client en plus, parce qu'il m'a posé une tenue pour animer. Il m'a dit, voilà, chez nous, faut animer en costume cravate. Je dis, mais moi, non, j'ai pas de costume cravate, ça fait 15 ans que j'en ai plus, même plus que ça d'ailleurs. Donc non, parce que c'est pas moi. Et du coup, non, on n'a pas travaillé ensemble. Pourtant, c'est une boîte où il y avait 1000 commerciaux, tu vois, c'était un gros contrat. Alors, donc il faut que tout le monde soit satisfait de la relation. Je crois que c'est ça le plus important, une vente parfaite. C'est ça, tu l'as dit, c'est la vente gagnant-gagnant. Ok. D'un point de vue commercial, quelle est selon toi la définition du succès? Je crois que c'est se fixer des objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui soient mesurables, ambitieux, réalisables, et de les atteindre. C'est-à-dire que si déjà toi, tes propres objectifs, tu arrives à les atteindre, c'est des succès. Et c'est pour ça que quand on se fixe des objectifs, il faut bien faire attention à comment ils sont fixés. Ambitieux, mais réaliste. C'est-à-dire que oui, ok, il faut qu'il y ait une progression. Maintenant, il faut que ce soit réaliste et réalisable. Sinon, on est en situation d'échec. Et ça, c'est pas agréable. Donc, c'est être capable de fêter chaque petit succès. Donc, moi, des fois, des petits succès, c'est juste, tiens, je fais un post et puis, il y a 30, 40, 50 000 personnes qui l'ont vu, il y a eu des interactions, il y a eu des commentaires, voilà, ça fait partie des succès, et des succès, on en a tous les jours, et tout le monde en a, donc il faut juste savoir les voir. Ok. Justement, ça fait sens avec la prochaine question. Est-ce que tu as une petite victoire que tu t'accordes et qui rebooste ta confiance en toi? La petite victoire que je m'accorde, c'est de me dire que il y a 15 ans, j'ai basculé du côté entrepreneur. J'étais salarié avant, et ça a marché. Donc même quand c'est plus difficile, même si aujourd'hui ça va, je repense à ce moment-là. Donc me dire, tiens, tu as fait le plus difficile, je pense, qui était de passer du côté salarié à entrepreneur, parce que c'est un grand changement quand même dans une vie, et ça habitue à plein de choses. C'est ça, j'ai toujours ça en tête. Écoute, tu as fait ce passage-là il y a 15 ans, donc tout va bien. Ok. Quelle est selon toi la part du pourcentage de mental dans le métier commercial? Bon, c'est compliqué de donner un pourcentage, mais ça dépend ce qu'on met dans le mental. En tous les cas, sans donner de pourcentage, il faut déjà avoir envie de faire ce métier. Faut déjà aimer ce métier. Comme je te l'ai dit, moi je suis pas le meilleur, mais je suis peut-être un des plus passionnés. J'ai plein de bouquins sur la vente, etc. Donc je crois que c'est ça, c'est qu'il faut déjà aimer ça et pas l'avoir fait contraint. Mais ça, on pourrait le dire sur tous les métiers, je pense. Donc c'est pas spécifique au métier commercial, mais c'est important. Il faut aimer les gens. Donc est-ce que c'est du mental ou pas mental? Il faut aimer la relation, il faut aimer s'intéresser à l'autre, il faut aimer comprendre l'autre. Pour moi, ça peut faire partie du mental aussi. Il faut avoir une résistance aussi à l'échec, parce que on n'a pas que des victoires. C'est pas à chaque fois qu'on appelle ou qu'on contacte quelqu'un, le mec te dit oui, génial, on va travailler ensemble. Faut se dire que
plus on a de non, plus on se rapproche d'un oui. Donc, faut voir ça, faut voir les choses comme ça. D'ailleurs, je dis, moi, les éleveurs, ils ont tout à perdre et les chasseurs, ils ont tout à gagner. Et quand je fais des formations en prospection et quand je coach des gens à la prospection, je leur dis, mais tu risques quoi? De toute façon, il y a zéro. Donc, tu risques juste qu'il y ait des clients ou des prospects qui s'intéressent à toi et qui ont envie de te rencontrer. Donc, alors que celui qui est en élevage et qui a déjà un portefeuille client, le seul risque, c'est qu'il perde des clients. Donc, en tous les cas, une grosse part de mental, même si évidemment, il n'y a pas que ça. Ok. Ça veut dire qu'il peut y avoir une différence, par exemple, mentale entre les chasseurs et les éleveurs, tu penses? Oui, alors oui. Tu vois, par exemple, je te parlais de couleur tout à l'heure. Un profil chasseur sera plus un profil jaune-rouge qu'un profil vert-bleu. Alors qu'un éleveur sera peut-être plus vert ou bleu. Donc, oui, je crois qu'il y a des profils différents. Un vert-bleu, tu lui dis, allez, tu vas prospecter. C'est quelqu'un qui est très introverti, qui n'a pas forcément facilement vers les gens. Bon, ça va être une grosse douleur pour lui, quoi. Il sera pas à l'aise. Alors qu'un jaune-rouge, oui, il y va, il fonce, quoi. Donc, ouais, ça va dépendre des personnalités, ça. Ah oui, c'est tout à fait ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ok. Quelle leçon as-tu apprises dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser? Moi, j'appelle ça le FTG. Hein, voilà. Donc, tu vois ce que ça peut vouloir dire. C'est ce que je dis aussi en formation. On parle toujours trop. Donc, la leçon, c'est ça. Et même aujourd'hui, à 54 ans, je crois que des fois, je parle encore trop. Et je me dis, mais tais-toi. Non. Bon, le FTG, c'est ferme ta gueule. Hein. Ouais. Ça va, tes auditeurs, ils vont pas être... Non, ils seront pas choqués. Bon, je pense que tout le monde l'avait compris. Mais c'est ça, c'est le petit truc que tu veux rajouter. Ah, et en plus, voilà, tiens, notre truc, il fait ça. Ah ouais, non, mais ça m'intéresse pas. Ah, bah, tout compte fait, ça m'intéresse pas. Faut vraiment rester sur ce qu'a dit le client. Moi, je dis que notre métier, c'est un métier de perroquet intelligent. C'est, je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule en disant, OK, si j'ai bien compris, si je réponds à ce que tu cherches et ce que tu attends, on va travailler ensemble. Bah oui, il n'y a pas de raison, OK. Et ben ma solution répond à ce que tu cherches et ce que tu attends. Point. Faut pas vouloir aller plus loin. Moi, l'erreur que je vois en coaching souvent, c'est allez, on a travaillé à la découverte, les commerciaux ils posent des questions, des bonnes questions, voilà, tout va bien. Ils reformulent. Et puis après, bon, alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter notre stylo, hein, et le stylo, il fait ceci, cela. Et en fait, ils n'utilisent pas du tout ce qu'ils ont entendu juste avant. Moi, j'appelle ça c'est l'effet neurolaser dans Men in Black. Ça y est, ils ont tout oublié et puis ils font la même presse à tout le monde. Voilà. Donc, je dis, bah non, ça va pas. C'est ça. Et il y en a aussi certains dans le closing qui rajoutent des choses parce qu'ils ont peur de closer, d'arriver au... Ouais, alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ouais. C'est assez... Non, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Donc, FTG, c'est ce qui me suit et c'est ce qui me suit encore. Et j'en suis encore victime de temps en temps. Très bon. Ok. Je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir, puisqu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Quel est ton avis sur le sujet? Et s'il est positif, quel a été ton mentor ou tes mentors? Je pense que j'en ai eu des milliers, moi, en fait, des mentors. Parce qu'en fait, mes mentors, c'est déjà mes clients. Parce que j'apprends tous les jours et j'apprends encore chez mes clients. Chez mes prospects. Tous les managers que j'ai pu avoir, j'en ai eu des bons et des moins bons avant d'être à mon compte. Mais voilà, j'ai toujours appris quelque chose. Donc oui, et puis les bouquins, des gens comme Dale Carnegie, comme Cialdini, comme Jeffrey Gitomer, comme Michael Aguilar. Donc ouais, j'en ai eu des milliers. Puis voilà, tu piques une idée par-ci, une idée par-là. Après, tu sais plus forcément d'où elle te vient cette idée-là, mais voilà, il y a des choses qui restent. Voilà, ma femme est un mentor, mes enfants sont des mentors. Parce que là aussi, des fois, je me dis, tu me demandes de leur expliquer quelque chose, bah oui, je suis en train de l'expliquer, mais c'est compliqué. Donc, si un enfant, aujourd'hui, j'ai des enfants de 13 et 6 ans, bah, si mon fils de 6 ans, il comprend pas, bah, peut-être que même quelqu'un de 20 ans comprendrait pas. Donc, voilà. Et puis, ça passe aussi avec les enfants par les questionner avant de leur dire comment ils doivent faire. Tiens, bah, ah, papa, tu peux m'aider? Bah, tiens, si j'étais pas là, tu ferais comment? Ah, bah, je ferais ça. Bah, vas-y. Voilà. Donc, des mentors, on en a tous les jours. Même notre boulanger et notre boucher, ils peuvent être des mentors, je pense. Ok. Très intéressant. Quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé? Alors c'est lié à ma couleur.
je suis plutôt jaune en fait, hein, je suis jaune-rouge. Mais je crois que c'est cette facilité de contact et ce côté positif. Alors j'aime pas dire que je suis optimiste, parce que en fait les gens optimistes pour moi ils perdent un petit peu le sens de la réalité. Mais positif, c'est voilà, j'essaie toujours de voir ce qui va bien, le verre à moitié plein. D'un côté réaliste, hein, je me dis toujours bon, ok, ça va bien, mais il faut quand même trouver ce qui fonctionne et ce qui est cohérent. Puis cette facilité de contact, moi, voilà, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien aller vers les gens, et voilà, ça fait partie des choses qui font que ça marche pas trop mal aujourd'hui, et qui font que je fais des posts, je fais des vidéos, je suis sur TikTok et ça m'amuse, et ça m'embête pas de me filmer, et puis que les gens réagissent et tout ça. Donc voilà, je serai là, ce contact un petit peu facile. D'accord, ok. Positif. Et tu fais le différentiel entre positif et optimiste. Ouais. En fait, les gens optimistes, c'est ça va toujours. Il n'y a rien de grave. Et moi, je préfère dire positif. C'est pas il n'y a rien de grave. C'est qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation. Ok. Tu connais Philippe Gabillier ? Oui, bien sûr. Oui. Lui, il pense que quand même l'optimiste est un philosophe de l'action. Ouais, ok. Tu vois ? Non, mais il est top en plus. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un de passionnant. Donc, lui, tout ce qu'il te vend, tu l'achètes. Hein. Ah, c'est clair. Et pourtant, je crois qu'il est même pas commercial. Non. Il se vend lui quand même. Ok. On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale ? Aïe. Alors si je dis aïe, c'est que c'est certainement ma plus grosse faiblesse, l'organisation. Dans le profil du disque, je suis 4% bleu. Bleu, c'est le côté organisation. Pour tout te dire, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'ai pas de CRM. Voilà. Et je m'en sors, hein, mais bon. Donc, mon organisation à moi, c'est la veille au soir, de me faire ma petite to-do list du lendemain. Je pense que mon organisation s'arrête là, de dire, tiens, t'as quoi à faire demain et qu'est-ce que tu vas faire. Et après, j'ai un cahier où j'écris quand il faut que je relance certains prospects et certains clients, avec des dates à côté. Voilà, mais des fois, je relance pas, des fois, j'oublie. Donc, je ne suis pas un modèle d'organisation, malheureusement, même si j'essaie de travailler dessus. D'ailleurs, j'ai un stagiaire qui vient avec moi au mois de mai. La première mission que je lui ai donnée, c'est tu vas t'occuper de m'installer un CRM, de m'expliquer comment ça marche. Alors, je sais comment ça marche, mais voilà, d'en choisir un et puis après, voilà, de pouvoir l'implémenter et de pouvoir travailler, parce que je suis persuadé que ça va m'apporter du plus, en tous les cas, des choses que je n'aurais pas à gérer. Mais c'est évidemment important d'avoir une bonne organisation. C'est clair. Et puis, notamment pour les relances, surtout. Moi, ce que j'aime dans le CRM, c'est pouvoir faire tes relances, et puis les relances qui arrivent en automatique, parce que tu avais prévu 4 mois avant de le relancer à cette date-là. C'est le côté magique pour moi du CRM. J'en suis persuadé. Axonote, par exemple, est un excellent CRM que je trouve très sympa, très facile d'utilisation. C'est pas celui que j'utilise, mais je l'ai vu tourner et je l'ai trouvé ça très très bien. Ah ouais, moi, j'hésite encore entre Pipedrive et nos CRM. Ouais, ça reste assez complexe. Enfin, voilà, Axonote, Axonote, c'est bien parce que, je sais pas si tu veux l'utiliser pour faire de la facturation, par exemple, aussi. Non. Ah non, tu veux parce que j'ai un logiciel. Ah bon. Ouais. Bon bah oui, alors à ce moment. Ouais, mode CRM et mode emailing et mode où j'en suis dans mon pipe et voilà. D'accord, ok. Allez, ça marche. On va parler de la gestion des émotions maintenant dans la vente. Est-ce que tu as une stratégie pour gérer la pression des résultats ? Alors, j'en ai parlé un petit peu. Hein, c'est de toujours dire, tiens, de toute façon, regarde ce qu'il y a de positif. Moi, j'ai de la chance. Je préfère, c'est pas j'ai de la chance, hein, c'est j'ai de la chance. Hein, J'-A-I-D-E. C'est vrai que tous mes amis disent mais t'as de la chance, mais non, en fait j'ai pas de la chance, c'est le fait de voir les choses positivement. J'ai mis en place quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Je sais ce que je fais dans 2 mois, 3 mois, mais en septembre, si je regarde mon agenda, je dois avoir 5 dates, mais bon, je sais que mon métier est lié à ça. C'est souvent des missions à court terme ou moyen terme. Là, mon agenda, il est rempli à peu près rempli à 80%, aller jusqu'à mai. Donc tout va bien. Tout va bien pour moi parce que je sais que c'est mon rythme.
Maintenant, voilà, normalement, ça devrait bien se passer. C'est-à-dire que si je continue à faire ce que je fais aujourd'hui, ça fonctionne. Est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes commerciaux, par exemple, pour gérer la pression? Ils sont souvent mis sous pression par la direction. Ouais, alors je pense que gérer sa pression, c'est savoir aussi s'oxygéner, faire des choses à côté. C'est savoir un peu s'oxygéner l'esprit. Et puis là aussi, tout vient. J'ai parlé des objectifs, mais à un moment donné, l'un des objectifs, c'est discutable avec son manager. Donc, en fonction des objectifs qu'on fixe, c'est dire ok, mais ça, non, ça c'est compliqué. Et être factuel. Je pourrais pas arriver à ça. Regarde, j'avais fait 5 ventes les 3 derniers mois. Tu me demandes d'en faire 15 sur les 3 prochains. Non, ça c'est pas possible. Ou alors il faut que tu me trouves quelque chose pour le faire. Maintenant, 7, 8, et puis on va travailler ensemble. Donc je crois que déjà, et c'est difficile quand on est jeune commercial, quand tu as 25-30 ans, de discuter les objectifs qu'on te donne. Mais ça fait partie aussi de la vente et de la négociation. Il faut expliquer ça à son manager. Donc il faut vendre à ses clients, à ses prospects, et aussi il faut vendre à son N+1. À son manager, ouais. Évidemment. Ouais. Est-ce que tu as un dialogue intérieur qui tourne en boucle quand tu rates une vente? Une de perdue, 10 de retrouvée. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est surtout comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc souvent, je rappelle ou j'envoie un mail et je dis ok, voilà, j'ai bien compris, on ne bossera pas ensemble. Maintenant, dites-moi, ou dis-moi, parce que je tutoie souvent même mes prospects, mais dis-moi qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas bossé ensemble. Donc c'est essayer de comprendre pour quelles raisons ça n'a pas fonctionné. Alors ça, moi j'appelle ça la technique de la vente perdue. Ça m'est déjà arrivé de récupérer des clients comme ça, parce qu'ils te disent non, mais effectivement ça fait 4 mois que j'ai pas répondu, mais j'étais sur autre chose, et puis on va le faire. Très bien. Et puis d'autres qui vont te dire non, tout compte fait, on a pris notre prestataire pour telle et telle raison, je change de job bientôt. Bon, il peut y avoir des tas de raisons, mais déjà il y a des raisons sur lesquelles j'avais pas forcément d'impact, où je me dis de toute façon, quoi qu'il arrive, soit moi ou un autre, le projet il est reporté, on fera ça l'année prochaine. Ok. Donc voilà, faut essayer de comprendre ce qui s'est passé et puis se dire après moi c'est facile, je suis un artisan. Donc il y a 830 000 entreprises sur LinkedIn par exemple, 860 000, il y a 23 millions de profils. Moi j'ai besoin de travailler avec 20 dans l'année. C'est-à-dire que et je travaille en B2B, en B2C, donc en ce qui me concerne moi à mon niveau, c'est beaucoup de moi, mais D'accord. Si je rate une vente, je rate une vente. Ok. Et puis je passe à autre chose. À ce sujet, qu'est-ce que ça évoque pour toi, la résilience du commercial? C'est, je pense qu'on l'a déjà évoqué, c'est un peu ça, c'est se dire, ok, je regarde devant moi, je regarde pas derrière. Et faut être focus sur, ça s'est pas fait, je comprends pourquoi ça s'est pas fait, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça fonctionne mieux demain ou différemment. Et puis j'avance. Alors, à moins d'être dans des micro-niches où tu as trois clients potentiels et des marchés qui sont un petit peu compliqués, là c'est un petit peu galère quand tu t'en grilles 2. Voir si tu te grilles les 3. Après tu peux changer de job. Mais dans la plupart des métiers quand même, il y a de quoi faire. D'ailleurs moi c'est ce que je dis, j'ai pas des concurrents, moi j'ai des confrères. Tous les gens qui font mon métier, tant mieux, il y a de la place pour tout le monde. Puis d'ailleurs, même des fois des clients, quand ça fait 2-3 ans, je dis allez, on arrête, prenez quelqu'un d'autre. De toute façon, on va tourner en rond. Il vaut mieux, même si c'est la même chose qui va être peut-être dite, c'est bien d'avoir d'autres sons de cloche et que ce soit dit différemment. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde? Je crois que j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est ce que beaucoup de gens croient, c'est que pour être vendeur, c'est le tchatcheur, c'est souvent quelqu'un qui a du bagou. Quand il est jeune, on dit tiens, toi t'as du bagou, tu pourrais être un bon vendeur. Non. Le mauvais vendeur, il a réponse à tout, et le bon vendeur, il a question à tout. Donc c'est ça. C'est juste se dire non, c'est pas la tchatch et c'est pas le baratin et c'est pas ça qui fait vendre. C'est cette position de
je suis un médecin, je te pose plein de questions, je fais un diagnostic. Et d'ailleurs, tu vas avoir confiance en moi par les questions que je te pose et non pas par le baratin que je peux dérouler. Excellent. Voilà. La crédibilité du commercial liée au questionnement et pas à l'argumentaire, en fait, quelque part. C'est ça. Moi, je fais des rendez-vous commerciaux comme ça, des premiers rendez-vous où je passe 1h30 avec un prospect et je parle jamais de ma boîte, en fait. Ou de moi, ou de ce que je sais faire. Je fais que poser des questions. Alors après, il y aura un deuxième rendez-vous avec une propale. Et ça va très bien comme ça. Hein. Et les gens, de toute façon, se font une idée de toi à ce moment-là. Et quand on prend l'exemple du médecin, à quel moment tu as confiance en lui, c'est pas au moment où il te donne l'ordonnance, c'est au moment où il te pose des questions. Et on a tous dans notre environnement des gens qui ont un truc dans la famille ou dans les amis, pas forcément grave, mais qui ont vu un médecin, 2 médecins, 3 médecins, 4 médecins, 5 médecins. Et c'est le 5e qui a trouvé. Non pas parce qu'il n'a pas fait les mêmes études que les autres, parce qu'ils avaient tous fait les mêmes études, mais juste qu'il a posé la question auquel les 4 autres n'avaient pas posé, et n'avaient pas pensé. Donc j'ai vraiment cette certitude-là que ton client, l'indice de confiance, il monte au moment du questionnement. Sur la qualité des questions et sur la qualité de consultant. C'est je fais réfléchir mon client. Ok, très bon. Et mon prospect. D'accord. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle ? Alors moi, je suis fan de tennis. J'ai refait un post il y a 2-3 jours sur l'entraînement de Nadal, puis les analogies avec le métier de la vente. Et j'ai une citation d'Arthur Ashe que je sors souvent en formation. Arthur Ashe, vieux joueur de tennis des années 70, un joueur noir, et qui disait une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Et en fait, c'est ça que j'ai toujours en tête, parce que même si je suis pas quelqu'un d'organisé, mes rendez-vous commerciaux, ils sont quand même toujours plutôt bien préparés. C'est-à-dire que voilà, je vais aller voir le site internet, je vais aller voir le profil LinkedIn, je vais me préparer une liste de questions, voilà, toujours en fonction, même si je fais quand même ça tous les jours, je me dis pas c'est bon, je sais faire. C'est à chaque fois, je refais ça. Et en tous les cas, cette formulation positive, c'est de se dire au plus tu prépares, au plus ta confiance en toi, elle est importante. C'est comme quand tu vas à un examen, si tu as appris 100% des trucs, bah, tu vas vachement serein. Si tu as appris 50% des trucs, tu te dis oh là là, pourvu que je tombe pas sur un truc que j'ai pas appris. Donc déjà, t'es pas en confort. Donc c'est ça, c'est la confiance en soi, en fait, c'est souvent une histoire de préparation. Ok. J'aime aussi cette citation. Si tu oublies de te préparer, prépare-toi à être oublié. Quel conseil donnerais-tu, Jean-Pascal, à ton toi, jeune commercial ? Ah, bonne question, ça. Moi, jeune commercial, je dirais écoute, forme-toi et entraîne-toi. Parce que quand j'avais 25-30 ans, je crois que j'écoutais pas trop ce qu'on me disait, même quand j'étais avec mon manager à un accompagnement. Quand j'allais en formation, c'était souvent à reculons, me dire qu'est-ce que je vais apprendre. Et les trainings et tout ça, ça me saoulait. Et en fait, voilà, maintenant je pense forcément tout l'inverse. Après, ma position n'est plus la même, mais c'est ça. C'est-à-dire que je pense que si je m'étais peut-être entraîné beaucoup plus tôt, si j'avais écouté plus et je m'étais plus formé, j'aurais peut-être fait des choses différentes. Ok. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est selon toi la compétence mentale qui peut limiter ta progression ? C'est l'organisation. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est une compétence mentale, mais je suis persuadé en plus que si j'étais plus organisé, je passerais à côté de moins de trucs, je gagnerais du temps. Donc ouais, c'est ça. D'accord. Ça s'est amélioré. Hein. Enfin, j'ai travaillé dessus, mais pas encore suffisamment. Ok. Bah, c'est en cours apparemment. C'est ça. De quoi es-tu le plus fier dans ton parcours commercial ? Alors c'est oui, le fait d'être passé comme ça de salarié indépendant, d'avoir créé ma boîte de formation. Donc au début j'ai travaillé en sous-traitance et après l'autre victoire c'est aujourd'hui depuis 5-6 ans je travaille qu'avec mes propres clients. Alors quand on dit pour ceux qui t'écoutent travailler en sous-traitance, c'est que je travaillais pour d'autres organismes de formation qui disaient bah tiens JP on a besoin de toi là, mais je m'occupais pas des clients et je devais pas trouver les clients. Donc c'est ouais, c'est ça. Ok.
c'est le fait d'avoir créé, puis le fait d'être passé aussi de sous-traitant à j'ai mes propres clients. D'accord. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire? Alors ça c'est de moi, effectivement. Occupe-toi de tes produits et tes clients partiront, et occupe-toi de tes clients et tes produits partiront. Ce qui veut dire que si tu es centré produit, bah, tu risques de zapper tes clients, et que si tu es centré client, bah, normalement, tes produits sortent. Si on prend l'exemple du retail, où tu as beaucoup de vendeurs qui sont centrés sur leur rayon, et puis à faire de la mise en rayon, à faire que leur rayon soit beau, bah, si ils ne voient pas les clients ou s'ils ne vont pas vers les clients, ça va être compliqué. Alors que si je m'occupe du client, même si le produit n'est pas en rayon et si je sais qu'il est derrière en réserve, eh bien, j'ai quand même plus de chances de faire de la vente. Et en B2B, c'est pareil. Si je suis centré sur mon produit, si j'arrive en faisant ma presse, en disant on est les plus beaux, on est les plus forts, on est les plus intelligents, ça ne marchera pas. En revanche, si tu t'occupes de la personne qui est en face de toi, il y a un peu plus de chances que ça marche. Ah, j'adore celle-ci. Donc occupe-toi de tes produits et tes clients partiront, et occupe-toi de tes clients et tes produits partiront. Je l'aime beaucoup. Ok, super Jean-Pascal. Bah, je te remercie de cette interview, mais c'est pas encore fini. On va finir par des questions rapides du tac au tac, en hommage au sport, puisque je viens du sport moi aussi, en dehors du commercial. Et dans le sport, il y a toujours un top 5 à la fin, un top 10, un top 5. Là, on va faire un top 5. Donc des petites questions rapides. Le but, c'est de réfléchir le plus rapidement possible, de répondre le plus rapidement possible, sans trop réfléchir. Tu es prêt? Ouais. Ok. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. Alors, en essayant de ne pas répéter des choses qu'on a pu déjà dire, c'est une citation de Marcel Pagnol qui disait « Les bavards sont ceux qui vous parlent des autres, les raseurs, ce sont ceux qui vous parlent d'eux-mêmes, et ceux qui vous parlent de vous sont de brillants causeurs. » Excellent. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire? Alors, un livre qui m'a marqué et qui, a priori, n'est pas forcément un livre de vente, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ok. Et puis en plus, quand tu te promènes avec ça dans le train ou dans le métro ou dans l'avion, bah, les gens viennent vers toi et disent « Oh là, le pauvre. » Non, mais ça va plus loin que ça. Ok. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale? Test and learn. T'essayes, tu vois ce que ça donne, t'apprends et puis tu continues ou tu continues pas. D'accord. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups? Je vous ai posé plein de questions. Maintenant, c'est quoi la question que je ne vous ai pas posée et qui aurait pu être intéressante selon vous? Ah, je l'aime beaucoup celle-là. Je l'avais mise aussi dans le podcast, puis finalement, les invités n'arrivent pas trop à répondre à cette question. Donc je la pose aussi en clientèle. Alors les clients, où ils te disent « Ah oui, c'est marrant, par exemple, moi je pose jamais la question du budget. » Donc il y a des clients qui me disent « Bah oui, effectivement, on ne m'a pas parlé de budget ou le budget que j'avais. » Et bah là, je leur dis « Bah je sais pas, d'après vous, pour quelle raison ?» Ils disent « Bah voilà, je suppose que vous allez nous faire une offre en fonction de ce que vous avez. » Bah je dis oui, c'est pour ça que je vous ai pas parlé de budget en fait. Mais et sinon, si le client te dit non, c'est bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour, bah très bien, ça boucle. Donc c'est pas grave quand il y en a pas. Hein. Et je pose aussi des fois, qu'est-ce que je devrais savoir et que vous m'avez pas dit? Ouais, elle est intéressante aussi celle-là. Ouais. Dernière question, une croyance limitante que tu as su briser? Une croyance limitante que j'ai su briser. Ouais, alors. Moi, j'ai créé ma boîte de formation, j'avais 37 ans. Et j'ai eu en face de moi des gens qui avaient 45, 50, 55, qui étaient commerciaux depuis 25-30 ans. Tout au début, je me suis dit, waouh, quand je vais me retrouver face à des gens comme ça, qui sont là depuis longtemps, toi, tu as 37 ans, bon, c'est jeune et vieux en même temps, mais bon. Donc, cette croyance limitante, c'est ça, c'est de me dire, OK, les compétences et tout ce que je savais et ce que j'avais appris en termes de pédagogie, parce que c'est surtout lié à ça, les gens qui sont en face de moi l'ont pas forcément. Et puis, c'est aussi ce truc de dire, moi, je suis pas un formateur, je suis pas là pour formater les gens, je suis pas non plus un professeur qui est là pour donner des cours. Moi, je me positionne toujours comme étant un animateur qui est là pour partager avec eux. Donc, et ce positionnement est plutôt pas mal. Et en tous les cas, ça m'a permis de lever cette croyance. Et si je reprends l'exemple de la vidéo de Nadal que j'ai postée, le coach n'est pas forcément le meilleur joueur, puisque de toute façon, Nadal, c'est le numéro 1 en tous les cas en nombre de victoires. Donc voilà, il faut avoir de l'humilité et se dire on est là pour échanger, pas forcément pour que je t'apprenne quelque chose. D'accord, ok.
Avant de se dire au revoir, Jean-Pascal, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Michael Aguilar. Où on peut te retrouver, Jean-Pascal? On peut me retrouver partout, puisque moi je suis quasiment sur tous les réseaux sociaux, alors principalement sur LinkedIn et sur TikTok. Bizarrement, mais voilà. Je suis sur TikTok où je partage aussi des conseils de vente. Après, je suis aussi sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et après, mon site internet www.coachdeventeconseil.com. Ok, super. Merci Jean-Pascal pour cette interview. Écoute, merci Marc. Moi, j'adore partager sur des podcasts, donc c'est cool. Merci pour l'invitation. Plein de pépites à saisir. Je te dis à bientôt. Ouais, merci. Bonne journée à toi. Au revoir. Salut Marc. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort. We'll be back.